L'algorithme source, chapitre 14. Le chemin vers la liberté. Noruldrar était mort, cela ne faisait aucun doute pour le gouverneur de Vaillancourt. Et la paranoïa s'était emparée de lui. Elle l'avait en fait enveloppé dans sa folie depuis fort longtemps. Au début, ses généraux contrôlaient eux aussi des pantins sur les autres continents d'Arcadia. Mais le gouverneur avait récupéré leurs appareils de communication. Il s'était mis à douter d'eux, de ses conseillers, de toutes celles et ceux qui gravitaient autour de lui. Il le voyait, il le sentait. Il voulait sa place, tous autant qu'ils étaient. Il voulait son trône, ici, sur Orion. Le gouverneur était tout-puissant. Il était le dieu ultime. Et il savait que ce pouvoir était convoité. Il le savait, car lui-même, s'il avait été à leur place, il aurait voulu ce pouvoir. Alors, petit à petit, il s'était esselé, se méfiant de tous. Quand cet homme qui avait trouvé l'oasis l'avait menacé et, ce faisant, lui avait fait comprendre que Noruldrar était mort, une certitude s'était ancrée en lui. Quelqu'un sur Orion avait trouvé le moyen d'envoyer des informations à cet homme sur Arcadia. Ce ne pouvait être autrement. On l'avait trahi. Peut-être même qu'ils l'avaient tous trahi. Et qu'en ce moment, il fomentait un coup d'État. Mais c'était mal le connaître, s'il pensait qu'il allait se laisser faire. Il allait agir, vite, sans état d'âme. Orion lui appartenait, à lui, et rien qu'à lui. Le gouverneur de Vaillancourt avait tort. Personne ne convoitait sa place. Ils avaient tous ici une quasi-immortalité, et au-delà d'Orion, dans les autres galaxies, sur les planètes habitées, chacun et chacune pouvait être ce qu'il voulait, dans le bien ou le mal. Au-delà d'Orion, ils avaient vécu des milliers de vies, avaient laissé parler leurs pulsions les plus folles. Orion, malgré sa magnificence, n'était qu'une escale, un port où se ravitailler, ou renaître parfois, quand il trouvait malgré tout la mort sur ces autres planètes. Personne ne convoitait Orion. Cependant, le gouverneur avait sur un point raison. Il y avait bien quelque chose qui se fomentait. Mais ce n'était pas pour prendre sa place. C'était pour fuir Orion. Et cela provenait d'un petit groupe mené par Hortfer. Et ce petit groupe de rebelles allait, sans le savoir, mettre un terme à la toute-puissance du gouverneur de Vaillancourt. Hortfer était dans le local de la résistance en compagnie de Siam, Mona et une dizaine d'autres résistants. Leur contact, proche du gouverneur, leur avait donné rendez-vous en urgence au local. Un dénommé Danny. Quand il arriva, tous attendirent qu'il leur explique ce qu'il se passait. « Mes amis, il se passe quelque chose de pas normal. Le gouverneur a fermé Orion. Il n'est plus possible de se rendre dans les galaxies extérieures. Toutes celles et ceux qui y étaient ont été sommés de revenir. Une fouille minutieuse est en cours et des gens disparaissent sans qu'aucune renaissance ne se fasse. Des personnages haut placés, des proches même du gouverneur. Je crois qu'il est en train de faire une purge. » « Il a appris l'existence de notre petit groupe ?» demanda Hortfer. « Non, je ne crois pas. C'est autre chose, mais ça ne sent pas bon. »« On ne peut pas rester, » dit Siam. « Oui, je suis d'accord, » acquiesça Hortfer. « Si nous restons, je ne donne pas cher de notre peau. »« Il va falloir agir très vite, » les avertit Danny. « Je peux vous aider à intégrer la chambre de transfert. Notre seule chance est de retourner sur Arcadia. » « Depuis tout ce temps, nos corps sont-ils encore en état de nous recevoir là-bas ?» s'inquiéta Mona. « Je n'en ai pas la moindre idée. Normalement, oui. Cela ne fait que 10 ans que nous avons quitté Arcadia. »« 10 ans seulement ?» s'étonna un technicien en robotique. « Oui, 10 ans. La plupart d'entre vous devaient le savoir. Les premières années passées ici, et je parle en années arcadiennes, le temps a été accéléré. Pour une année sur Arcadia, nous vivions ici plusieurs millénaires. Puis, pour une raison dont je n'ai pas la connaissance, le gouverneur a décidé de réajuster le flux du temps d'Orion et de le resynchroniser à celui d'Arcadia. Nous lui avions pourtant construit dans ses appartements une chambre déjà temporellement alignée à Arcadia. Parfois, il s'y rendait, probablement pour contacter quelqu'un là-bas, et, pour nous, vous n'y avez certainement jamais fait attention, mais le gouverneur disparaissait plusieurs années. Je crois que quelque chose s'est passé sur Arcadia qui a obligé le gouverneur à réaligner le cours du temps. « C'est à cause de mon Ethan, je pense, » supputa Mona. C'est ce que je crois aussi. Bon, écoutez-moi.
Les astreports sont fermés. Les robots observateurs contrôlent tous les accès de sortie d'Orion. Le gouverneur empêche toute fuite possible. Mais il ne lui est pas venu à l'esprit que quelqu'un pourrait vouloir fuir en retournant sur Arcadia. Du moins, je l'espère. Mona, vous qui avez créé les robots observateurs, avec Siam et Hortfer, vous devriez pouvoir entrer dans la salle de transfert. Nous sommes bien trop nombreux pour nous y rendre sans éveiller les soupçons. Je ne sais plus combien de robots observateurs travaillent là-bas, mais vous devez les mettre hors de service. Une fois la voie dégagée, nous vous rejoindrons. Et j'espère que nous pourrons retourner chez nous, sur Arcadia. Dans le même temps, alors que Dany et les rebelles mettaient au point leur plan pour fuir Orion, l'armée des hommes libres, avec à leur tête Ethan dans son méca rutilant, arrivait en vue de l'ancien volcan. Il s'était mis en branle tôt le matin. Contrairement à ce qu'avait envisagé Ethan, il n'avait rencontré aucun autre groupe de pillards. Quand bien même il y en aurait eu, cachés dans quelques endroits sombres non loin de la route qu'empruntait l'armée de la liberté, qu'il se serait bien abstenu de se montrer. Cette armée, composée d'hommes et de femmes de tout horizon, anciens esclaves et anciens pillards maintenant réunis sous la même bannière, comptait pas moins de 500 têtes. Ils étaient armés de fusils, pistolets, arcs, mais aussi de quelques bazookas, et bien sûr, en tête de cortège, le fabuleux méca d'Ethan. Non, ils ne rencontrèrent aucune difficulté, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pied du volcan. Une étrange formation rocheuse se dressait devant eux. C'était de la lave solidifiée, du basalte, qui formait comme une muraille haute de 4-5 mètres. La pierre était tranchante à certains endroits, et à d'autres rugueuse et abrasive, si bien qu'il était impossible de l'escalader. Cette muraille semblait s'étendre loin de chaque côté du volcan, comme une ceinture fortifiée, une frontière que la nature même semblait avoir dressée là pour empêcher quiconque d'atteindre le sommet. Des éclaireurs en moto furent envoyés pour trouver un chemin d'accès. Mais leur supposition s'avéra exacte. Ce mur de basalte ceinturait bien le pied du volcan d'un bout à l'autre. « C'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie !» dit tout haut Ethan. « Je ne sais pas comment ils s'y sont pris pour construire un tel mur. Mais une chose est sûre, leur base secrète se trouve là-haut. Cette muraille est bien trop haute et bien trop acérée pour que nous puissions l'escalader. Mais nous avons de la dynamite. Et croyez-moi, nous allons le franchir, ce mur. Ils pensaient être à l'abri. Ils pensaient peut-être qu'après avoir mis Arcadia à feu et à sang, ils allaient pouvoir vivre leur petite vie tranquille dans le paradis qu'ils se sont construits et que personne ne viendrait leur demander des comptes. Hurlèrent en chœur les hommes et les femmes. Alors, détruisez-moi ce mur et allons rendre justice pour Arcadia, pour la liberté. Ethan se révélait être un véritable meneur d'hommes. Il avait su transformer cette rage, cette colère, son amour pour Mona, en une force qui galvanisait les troupes. Ils utilisèrent une bonne partie des explosifs qu'ils avaient emmenés avec eux pour créer une brèche. Mais celle-ci n'étant pas assez grande pour qu'ils puissent passer, ils durent alors se résoudre à utiliser les bazookas pour élargir le trou. Enfin, la brèche fut assez grande. Mais dans les rangs des hommes et des femmes libres, des chuchotements commençaient à se faire entendre au sujet de cette muraille. On parlait de titans, de colosses, de démons. Ce n'était pas naturel. La peur commençait à s'immiscer dans le cœur des plus superstitieux, et beaucoup hésitèrent à passer de l'autre côté. Tattaya alors leur opposa une autre superstition. Gabrielle marchait à leur côté. Elle était la déesse revenue d'entre les morts pour les libérer. Le grand créateur l'avait touchée du doigt. Avec elle à leur côté, ils ne risquaient rien. Bien sûr, ce n'était pas vrai. Mais Tattaya y croyait, et les autres y crurent aussi. Même si cela ne plaisait pas à Gabrielle, elle ne montra rien de sa gêne, et fit bonne figure alors que chacun et chacune, en franchissant le passage, la regardait avec dévotion. « C'est un mal pour un bien », lui chuchota Kilian à l'oreille. « Peut-être, mais c'est mentir. Mentir pour que les gens vous suivent. Est-ce ainsi dans tous les mondes ?» Elle avait demandé cela en jetant un coup d'œil à Erfan. Mais depuis le matin, il était en retrait, dans sa bulle comme souvent, regardant au-delà de toute chose. Que voyait-il? Que savait-il réellement? Quand ils furent tous passés, ils reprirent leur ascension sur la pente du volcan. Ils voyaient au-dessus d'eux, tout en haut de la montagne, les parois extérieures de la haute cheminée volcanique, large,
gigantesque. Il se demandait bien comment, une fois arrivé au bas de cette cheminée, il pourrait la franchir. Elle était bien plus haute que la muraille qu'il venait de passer, et probablement bien plus épaisse. Mais Ethan montait sans montrer le moindre doute. Alors il faisait de même. Ils montèrent pendant une bonne heure. Pierre avait toujours en lui la question qu'il avait voulu poser la veille au soir. Ce puzzle dans sa tête. Il avait tenté de la poser à Irfan, mais celui-ci, bien que les accompagnant et marchant à leur côté, semblait être ailleurs. Il avait toutefois besoin de parler. Alors il se tourna vers Kylian et Gabriel. « Vous croyez que tout cela est réel ?»« De quoi parlez-vous » demanda Kylian. « Les bulles univers. Les mondes dans les mondes, vous deux. Vous vous rendez compte tout de même que si tout cela est bien réel, vous êtes, comme l'a dit Irfan, des êtres exceptionnels ?» « Ouais, » souffla le jeune homme, pour qui cela était aussi difficile à appréhender. « Vous pensez réellement que j'ai pu utiliser une capacité magique de mon personnage de Woa ? J'essaye de rester pragmatique, logique. Mais depuis que nous sommes ici... Non, même avant. Depuis Sumérie, en fait. Mes convictions volent en éclats. Je ne suis plus sûr de rien. Je te l'ai dit, je crois effectivement que tu as utilisé une capacité de ton personnage. Je le crois car, après avoir mis en perspective toutes les possibilités logiques, et n'en ayant trouvé aucune qui me satisfasse, je suis bien obligé de croire à l'incroyable. Gabriel rejoignait la conversation. Mais vous vous demandez tout de même si tout cela est réel. Oui. Oui. Mais en fait, qu'est-ce que la réalité ? Nous sommes le mieux placés pour en parler. Nous qui venons d'un univers algorithmique. Cependant, ma question est tout autre. Mais Gabriel ne le laissa pas finir. Elle se posait elle aussi des questions. Vous pensez que, tout comme pour le pistolet que j'ai ramené, il me serait possible de faire apparaître ici une arme du monde de Woa ? C'est une autre bonne question. Si Kylian a pu utiliser une compétence de son voleur de l'ombre, il l'a fait par la pensée. Moi, j'ai été physiquement dans la salle d'invocation. J'ai physiquement pris le pistolet. Mais pour le faire passer de la Terre à Arcadia, le pistolet a dû se... dématérialiser, dit Pierre, qui voyait le puzzle qu'il avait en tête prendre involontairement forme grâce aux interrogations de Gabriel. Comme une sorte de download. Un download ? Questionna Kylian. Pierre exprima enfin clairement ses doutes. Je ne crois pas que si nous étions dans un monde réel, et quand je dis réel, je veux dire non numérique, algorithmique, vous auriez été capable de faire ce que vous avez fait tous les deux. Cette idée m'obsède, depuis plusieurs jours. Je crois que Arcadia est, tout comme notre univers, ou celui de Sumérie, un monde algorithmique. Mais il n'y en a qu'un qui pourrait réellement nous le dire. Malheureusement, il n'est pas totalement avec nous. Il s'était tourné vers Irfan, qui n'avait pas changé d'attitude. Il était toujours ailleurs. Kylian et Gabriel regardèrent aussi leur fils, perplexes. Il y avait tant de questions encore. Et pourtant, de toutes celles et ceux qui vivaient sur cette planète, ils étaient tous les trois détenteurs d'un savoir unique. Mais ce savoir amenait d'autres questions, et probablement que les prochaines réponses qu'ils auraient amèneraient à leur tour de nouvelles questions. Et ainsi de suite, sans cesse. Un peu à la manière des mondes dans les mondes, ou des poupées russes, chaque réponse ouvrant sur une autre question. Ils continuèrent à grimper en silence, chacun dans ses pensées, chacun et chacune essayant de deviner ce que serait la prochaine poupée. La pente s'était adoucie et ils arrivèrent sur une sorte de plateau, au bout duquel commençait la cheminée volcanique. Elle montait à plusieurs centaines de mètres, infranchissable. Mais à la base de la cheminée, ils distinguèrent une forme d'arche gravée dans la roche, large et haute. Les hommes et les femmes prenaient un repos mérité après cette ascension. Mais Ethan, dans son méca, était bien moins fatigué qu'eux. Il s'avança vers cette forme dans le basalte. Et c'est alors que cette porte, car c'en était bien une, s'ouvrit. En sortit des robots observateurs. La porte en vomissait par dizaines, par centaines, qui s'alignaient bien en rang devant l'ouverture. Quand le dernier en sortit,
Il y avait entre eux et la porte menant vers la base secrète 1 millier de robots. Ils ne portaient aucune arme, ne faisaient aucun mouvement dans la direction des hommes et des femmes à l'autre bout du plateau, qui s'étaient levés, armes en main. Ils étaient en rang, immobiles, implacables. Nouvelle muraille se dressant sur leur chemin, mais celle-ci faite de métal et qui ne resterait pas gentiment placide s'ils décidaient de la forcer. Ethan sentit la colère monter en lui, mais c'était une colère froide, étrangement apaisante. Il était là où il devait être. Il était au bout de sa quête, devant le dernier obstacle. Derrière, il y avait la base secrète, les serveurs d'Orion, et sa vengeance. Il allait honorer la mémoire de Mona, purifier son âme, rendre justice et libérer Arcadia des monstres qu'il avait meurtris. Il se tourna vers celles et ceux qui formaient l'avenir d'Arcadia, l'armée de la liberté. « Mes amis !» commença-t-il. « Il y a 10 ans de cela, Arcadia était une planète où il faisait bon vivre. Tout n'était pas parfait, mais nous y vivions avec nos amis, nos familles, avec celles et ceux que nous aimions. Mais il y a 10 ans de cela, des monstres, des êtres ignobles, ont décidé que nous ne valions rien, que nous n'étions rien, que seuls prévalaient leur plaisir et leur bien-être à eux, et à eux seuls. Ils ont décidé de créer un monde parfait, un paradis pour eux seuls. Et pour que jamais ce paradis ne soit menacé, ils ont décidé de détruire et tuer tout ce qui existait sur Arcadia. Ils savaient qu'il resterait quelques survivants. Alors, ils ont ordonné à leurs pantins de maintenir Arcadia dans le chaos. Nor-Uldrar le Fort était un pantin, et nous l'avons tué! Nous avons repris notre liberté! Mais regardez là! Devant nous se trouve la porte vers leur paradis! Et voyez ce qu'ils nous opposent! 1 millier de robots! Ils ne veulent pas que nous vivions en liberté! Elle est leur pire cauchemar! Car un peuple libre est un peuple qui choisit son destin! Car un peuple libre est un peuple qui ne permet pas aux nantis de s'affranchir des lois! Car un peuple libre est un peuple qui a su briser ses chaînes! Si nous ne mettons pas un terme à leur agissement, ils recommenceront! Ils nous enchaîneront de nouveau! Est-ce que vous êtes prêts à tout perdre encore une fois? Est-ce que vous voulez redevenir des esclaves? Est-ce que vous voulez être des pions sur leur échiquier machiavélique? Alors, battez-vous! Battez-vous pour celles et ceux qui sont morts! Battez-vous pour votre liberté! Battez-vous pour Arcadia! Arcadia! Tous avec moi! Ethan se retourna vers l'armée de robots, les larmes aux yeux. Il pleurait. Il pleurait car tandis qu'il haranguait l'armée de la liberté, il avait décidé d'en finir avec le gouverneur. De le détruire, de tout détruire. Orion et l'univers de ses nouveaux amis étaient indissociables. Mais il ferait ce qu'il avait à faire. Il en était arrivé à un point où il n'était plus capable de réfléchir. Aujourd'hui encore, 10 ans après, la douleur de la perte de Mona lui était insupportable. Alors, tandis qu'il s'apprêtait à se lancer à l'assaut des robots, il décida de fermer son cœur à toute forme d'amour. Le monde n'avait plus aucune saveur. Sa liberté à lui serait la mort. Il l'espérait de tout son être. Quand il aura rendu sa vengeance et qu'il aura effacé l'univers où Orion existait, Killian le tuerait. Il le savait. Ils se ressemblaient tous les deux. Alors, les yeux noyés de larmes, il s'élança vers son dernier combat. Il avait à peine commencé à s'élancer que le sol se mit à trembler. Les robots ne bougeaient pas, mais les hommes et les femmes derrière Ethan chancelèrent, tombèrent, et soudain, 2 énormes bras métalliques surgirent du sol. C'étaient comme 2 grandes tentacules armées de pinces au bout.
Elle s'était projetée vers le ciel en sortant du sol, et maintenant, elle se tenait menaçante au-dessus de l'armée tétanisée. Elle devait bien faire 10 mètres de haut. Le trou béant entre leurs pinces pouvait facilement engloutir le méca d'Ethan. Et justement, c'est vers celui-ci que soudain elles se mirent à plonger. Ethan n'eut pas le temps de réagir. Les pinces, au bout des tentacules métalliques, s'emparèrent chacune d'un côté du méca, et l'écartelèrent jusqu'à le démantibuler comme un vulgaire jouet. Ethan réussit à s'extraire juste à temps. Mais il tomba au sol. Les restes de son méca lui retombèrent dessus. Et l'un des bras monstrueux se mit à rougeoyer. Et tous comprirent. C'étaient ces tentacules de métal qui avaient construit la muraille de basalte en bas, ainsi que cette incroyable cheminée volcanique. Elles étaient capables de cracher de la lave, et celle au-dessus d'Ethan était en train de faire remonter jusqu'à sa gueule le plasma meurtrier. Personne n'eut le temps de réagir. Un flot bouillonnant de magma en fusion s'échappa d'entre la gueule griffue du monstre et recouvrit la carcasse du méca. L'armée de la liberté était sidérée. Ethan, leur meneur, et son magnifique méca venaient d'être réduits à néant. Ils regardaient le magma fumant où Ethan s'était tenu quelques secondes auparavant. Puis quelqu'un leva les yeux et tendit vers le ciel un doigt tremblant. « Là ! Là ! La déesse !» Gabrielle flottait au-dessus du sol. Dans son dos, des ailes rougeoyantes la portaient dans le ciel. Et dans ses bras, elle tenait Ethan, sain et sauf. Une clameur monta de l'armée en bas. Pierre et Killian regardaient, tout aussi stupéfaits. Ils n'avaient rien vu arriver. Mais sur leur visage, un sourire s'afficha lentement, puis franchement. Ils reconnaissaient ses ailes. « Les ailes de l'Apocalypse !» s'enthousiasma Pierre. « Ouais, les ailes de son personnage de Woa. Je le crois pas !» Elle descendit lentement déposer Ethan au sol, tout en gardant les 2 tentacules en visu. « Éloignez-vous !» leur dit-elle à tous. Ils obéirent et la virent s'élever dans les airs pour se mettre au niveau des bras métalliques. L'un d'eux se mit à rougeoyer, et un jet de magma vola dans sa direction. Elle n'eut aucun mal à l'esquiver. Les 2 bras ondulaient devant elle, comme les têtes d'une hydre futuriste. Elles se jetèrent vers Gabrielle et tentèrent de la gripper de leurs pinces. Mais la belle virevolta autour des longs coups de cette hydre magmatique. De nouveaux crachats de magma. L'un d'eux l'effleura et tomba à quelques mètres d'une femme en bas. Gabrielle devait faire quelque chose avant qu'un malheur arrive. Elle leva lentement sa main vers le ciel et ferma les yeux. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» s'inquiéta Killian. « Je ne sais pas. Elle ouvre un passage entre les mondes. » dit alors Irfan pour la première fois. Elle comprend enfin son pouvoir. Dans la main de Gabrielle apparut un pommeau. Puis, comme l'extirpant du néant, une épée se révéla. Elle était du même matériau que les ailes, flamboyante de rouge et de blanc. L'épée de l'Apocalypse. Les 2 tentacules rougeoyaient de nouveau. Gabi prit son épée à 2 mains, la plaça devant ses yeux fermés, puis ils s'ouvrirent d'un seul coup, et elle prononça « Déchaînement divin !» Un feu blanc crépita autour d'elle, puis enfla. Les tentacules se préparaient à lancer leur attaque magmatique. Gabrielle pointa son épée vers les tentacules et hurla « Météore de l'Apocalypse !» Elle s'enflamma, devint une boule de feu blanc, puis s'élança comme un météore vers les 2 bras gigantesques. Une lumière aveuglante embrasa le ciel. Quand enfin tous purent ouvrir les yeux, les bras métalliques n'étaient plus là. Ils avaient été effacés, désintégrés par le feu divin de Gabrielle. Et devant la porte de basalte, les robots avaient eux aussi disparu. Ne subsistait d'eux que l'empreinte carbonisée de leur existence sur le sol. Sur Orion, Mona s'avançait seule vers les 2 robots observateurs qui gardaient la porte de la salle de transfert. « Bonjour, Mona Daléry, » dit l'un des 2 robots. « Vous devez retourner chez vous, par ordre du gouverneur. » « Bonjour à vous. Je viens récupérer des données pour le gouverneur, justement. Ensuite, je rentrerai chez moi. » « Nous n'avons pas d'ordre à ce sujet. »« Je suis votre créatrice. Vous devez me faire confiance. »
Elle avait intégré dans le cœur du système qui animait chaque robot une ligne de code de sécurité. Pour l'activer, il suffisait qu'elle dise ces 2 phrases. « Je suis votre créatrice. Vous devez me faire confiance. » Mais alors qu'elle l'avait testé plusieurs fois sur Arcadia, ici, elle n'en avait jamais fait l'expérience. Le robot eut un léger soubresaut. Puis il se figea, bras le long du corps, regard droit. Le deuxième en avait fait autant. Et Mona souffla de soulagement. Elle se retourna et fit signe à Siam et Horteffer qui étaient restés cachés. « Ça a marché ?» demanda Horteffer en observant avec prudence les robots observateurs. « Oui. Y aurait-il un moyen de le faire sur tous ?» demanda Siam. « Malheureusement, ça ne fonctionne qu'avec mon empreinte vocale. Je ne peux pas courir tout Orion pour désactiver chaque robot. Est-il possible de leur envoyer un message à distance ? » Peut-être, effectivement. Si j'enregistre ce message et que je leur envoie... C'est une très bonne idée, Siam. Ils entrèrent dans la salle de transfert, et Mona s'installa à la console de commande. Sur Arcadia, Pierre, Kilian, Gabriel, Ethan et Irfan s'apprêtaient à entrer dans la base secrète par la grande porte de basalte. Les autres membres de l'armée libre, par superstition ou peur, refusèrent d'y entrer. Après les portes de basalte, il y avait un long couloir qui descendait en spirale sur 300 mètres. Au bout de celui-ci, ils virent la base secrète, recouverte d'un dôme grisâtre. L'entrée de la base était bloquée par un sas, fermé de l'intérieur. Il n'y avait aucune commande extérieure. « Me dites pas qu'on a fait tout ça pour rien !» dit Kilian. La porte du sas était elle aussi faite du même matériau que le dôme, extrêmement résistant et dense. « Mademoiselle, dit Pierre, croyez-vous être capable de faire quelque chose avec votre épée de l'Apocalypse ? » C'est ce que nous allons voir. Elle se plaça devant le sas, pommeau de son épée contre sa poitrine, pointe vers l'avant, et elle se concentra. « Déchaînement divin !» prononça-t-elle, comme elle avait fait un peu plus tôt face au bras métallique, cracheur de lave. Une aura de puissance l'enveloppa, puis infusa dans l'épée. Celle-ci se mit à luire de blanc et de rouge. Et Gabriel la projeta vers le sas. Le matériau se mit à rougir, aussitôt à l'endroit de l'impact, mais la pointe n'avait pénétré que de quelques centimètres. Gabriel forçait, et petit à petit la lame glissa à l'intérieur. Elle recommença l'opération, à différents endroits, pour former un passage qui leur permit à tous d'entrer. « Tu sais que je t'aime, toi ?» l'embrassa Kilian. « Tu dis ça parce que je porte mon épée ?»« Mais bien sûr, ma déesse. Je ne vis que pour vous servir. » répondit-il en souriant. Ils étaient dans une grande salle. Sur leur droite, comme suspendus à des cintres, des robots observateurs attendaient d'être activés. En face d'eux, plusieurs sarcophages, et en s'avançant, ils constatèrent qu'il y en avait des centaines d'autres, accrochés à un pylône qui descendait vers les étages inférieurs. Sur leur gauche, il y avait une console de commande. Personne ne vit le tressaillement d'Ethan quand ses yeux se posèrent sur la console. Mais lui avait l'impression que son cœur qui tambourinait dans sa poitrine résonnait si fort qu'on n'entendait que lui. Il avait devant lui l'accès direct au serveur d'Orion. Il s'avançait, à la manière d'un automate. Ça y était. Il y était. Toutes ces années de souffrance, tous ces moments où il avait rêvé mettre un terme à Orion. Ses doigts accrochèrent le clavier. L'écran de la console s'alluma. Avec toutes ces années de recherche dans l'Oasis, il lui fut facile de trouver le mot de passe, ouvrir les fichiers administrateurs et accéder à la commande de réinitialisation. Il allait rebooter les serveurs. Tout réinitialiser. Tout effacer. Et ne laisser qu'une page vierge. Il cliqua sur la ligne « Réinitialisation ». La ligne de commande « Confirmez votre choix, oui ou non » s'afficha. Mona, dans la salle de transfert d'Orion, s'était assise à la console de commande. Et après avoir enregistré son message vocal pour mettre en pause tous les robots observateurs, tenta de l'envoyer. Mais l'accès était bloqué. C'est alors qu'une fenêtre s'activa dans le bord droit de l'écran et qu'elle vit la commande de réinitialisation s'afficher.
Ethan avait le doigt en l'air, à 10 cm de la touche de validation. Pierre s'approchait de lui. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant » Ethan sursauta et se figea. Il avait le souffle court, le sang qui lui battait les tempes. « Ethan » s'inquiéta Pierre devant son mutisme. Kylian et Gabriel, intrigués à leur tour, s'avancèrent vers lui. « Quelque chose ne va pas » demanda Kylian. Ethan leur tournait le dos, ne bougeait pas, ne disait rien. C'est Irfan qui parla, encore une fois. Ethan s'apprête à effacer Orion et l'univers qui le soutient. « Ethan, qu'est-ce que vous faites » s'alerta Pierre. « N'avancez pas ! Je n'ai pas le choix. C'est le seul moyen que j'ai pour rendre justice. » Ethan, c'est pas ce que vous nous aviez dit. Je croyais que vous vouliez les faire revenir sur Arcadia pour qu'ils y soient jugés. Et comment je fais pour les faire revenir? Je leur demande gentiment? Non. J'ai pas d'autre choix. Je dois les effacer. Si vous faites ça, vous effacez notre monde aussi. Il y a là-bas mes parents, mon petit frère, mes amis, des gens innocents. Vous ne pouvez pas tout détruire, tout tuer. Ethan, ce ne sont que des êtres virtuels. Ceux d'Orion ont tué ma Mona. Je peux pas les laisser vivre. Vous ne vaudrez pas mieux qu'eux si vous faites ça. Tenta Gabriel. Vous êtes un homme bien, Ethan. Non. Vous ne savez rien de moi. Je suis pas un homme bien. Son doigt s'apprêta à s'abattre sur la touche, quand Irfan dit « Mona est vivante. » Silence. Elle est sur Orion, et elle tente en ce moment même de s'enfuir. « Tu dis ça pour pas que j'appuie ?» Voyez par vous-même. Ethan regarda l'écran de la console, et une fenêtre s'ouvrit. Un message était en train de s'écrire. « Ethan, c'est toi ?» L'informaticien regardait la phrase incrédule et circonspect. « C'est toi qui fais ça !» dit-il en direction d'Irfan. « Tu en es capable, je le sais !» Non. Mona se trouve de l'autre côté. Elle et d'autres gens d'Orion essaient de s'enfuir et de revenir sur Arcadia. C'est grâce à vous, Ethan, lorsque vous avez détruit le robot dans la salle d'invocation sur Terre, et que vous avez crié son nom. Elle a compris que vous étiez toujours vivant, car elle vous croyait mort, elle aussi. Ethan tremblait, ne voulant y croire, mais l'espérant soudain de tout son être. Était-ce un subterfuge? Était-ce la vérité? Mona, 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 s'entendait-il supplier en lui. Dans la fenêtre, un autre message s'écrivait. Ethan, c'est moi Mona, ta luciole. Et la digue se rompit. Ethan se mit une main sur la bouche et recula de 2 pas, comme si soudain la console était devenue brûlante. Des larmes se mirent à couler le long de ses joues. Oh, Mona, qu'est-ce que j'ai failli faire? Se mit-il à sangloter. Ma luciole. C'était par ce petit mot doux qu'il l'appelait dans l'intimité. Personne d'autre le connaissait. Il regardait la commande de validation en attente sur l'écran et se sentit nauséeux. Pierre le repoussa gentiment. « Ça va aller. Je m'en occupe. » Il déplaça le curseur sur « Non ». La demande de réinitialisation s'effaça. Ethan se passa une main dans les cheveux en soufflant de soulagement et de honte, les yeux rivés sur ses chaussures, n'osant croiser le regard des 2 jeunes gens à ses côtés, tandis que Pierre se mettait à écrire. « Ethan est avec nous. Nous sommes venus pour vous sauver. Nous avons fait une petite erreur de manipulation. » Mona écrivait. « Entendu. Nous sommes dans la salle de transfert. Mes commandes sont limitées. Pouvez-vous me donner le contrôle de votre console de votre côté ? » Pierre. « Je m'en occupe. » Mona pianotait sur le clavier dans la salle de transfert. « C'est Ethan !» disait-elle euphorique. « Il est venu nous sauver. Faites venir les autres !» Quand Pierre lui donna accès au contrôle de la console d'Arcadia, elle réussit à contourner le blocage qui l'empêchait d'envoyer le message à tous les robots d'Orion. Ceux-ci, dans la seconde qui suivit la réception du message, se désactivèrent. Pendant ce laps de temps, Danny était retourné auprès du gouverneur. Si leur petit groupe de rebelles avait réussi à rester sous les radars de celui-ci,
C'était en partie grâce à lui. Il avait toujours su se louvoyer dans les méandres de la politique. Il avait su se faire utile, mais pas trop. Homme de l'ombre. Cette position lui avait permis d'être au plus près du gouverneur, sans jamais être un danger potentiel pour lui, et de pouvoir prévenir les rebelles quand il le fallait. Il avait fini par bien connaître le gouverneur de Vaillancourt, à tel point qu'il pouvait anticiper ses demandes, ses réactions. Quand il le rejoignit, avant que Mona ne désactive tous les robots, le gouverneur était en train de faire prisonnier un homme et une femme, que Danny connaissait pour être les assistants d'un responsable des portails extérieurs. Un responsable qui avait lui-même mystérieusement disparu quelques jours auparavant. Quand les robots se figèrent, et que l'homme et la femme se libérèrent de leur emprise pour se tourner en colère vers le gouverneur, celui-ci chercha un appui, quelqu'un pour l'aider. Mais il n'y avait plus personne autour de lui. Il s'était esselé et n'avait fini par s'entourer que des robots. Robots fort inutiles maintenant. C'est donc tout naturellement que lorsqu'il croisa le regard de Danny, il fit un pas dans sa direction, mais pour aussitôt se reprendre. Dans les yeux de celui-ci, il venait de comprendre qu'il avait fait une erreur. Il avait toujours cru que le plus grand danger venait de ceux qui voulaient sa place, de ceux qui étaient comme lui. Mais il venait en fait de ceux qui réclamaient justice, et qui n'avaient que faire de son pouvoir. Il recula, trébuchant, sentit sans vouloir l'admettre que son règne prenait fin. Puis un dernier éclat dans ses yeux, une dernière folie. « Vous ne m'aurez jamais !» lança-t-il avant de s'enfuir vers ses appartements. Et Danny sut ce qu'il allait arriver. Mona et les rebelles étaient dans la chambre de transfert. Avec l'aide de Pierre de l'autre côté, ils tentèrent de les faire revenir sur Arcadia. Le gouverneur n'avait jamais eu l'intention de revenir sur sa planète d'origine. Il n'avait pas non plus l'intention que quiconque d'Orion y revienne. Les sarcophages dans lesquels Mona et les autres s'étaient endormis pour aller sur Orion étaient vides. Tous les sarcophages étaient vides. Leur corps avait probablement dû rejoindre le magma tout en bas. Comme il n'y avait pas une seule goutte de cellules souches dans les sarcophages pour pouvoir reconstruire leur corps, Pierre eut l'idée d'utiliser le robot suspendu dans la grande salle, pour qu'il serve de réceptacle aux esprits des rebelles d'Orion. Mona lui confirma que le cerveau positronique de ces robots était capable de contenir leur conscience. Une fois sur Arcadia, il trouverait un moyen de se procurer des cellules souches. Il en restait dans l'oasis. Il ne pouvait transférer les rebelles que 5 par 5. Danny arriva à temps pour le dernier transfert. Il s'éveilla dans le corps d'un des robots d'Arcadia. Ses mouvements étaient quelque peu saccadés, et il avait l'impression que son esprit était compressé, mais au moins était-il vivant. Un homme, qu'il saura être Ethan plus tard, tenait amoureusement les mains d'un des robots. Il ne savait pas qui était qui. Tous les robots se ressemblaient. « Nous l'avons échappé belle », dit-il avec une voix robotique. « J'ai bien peur que ce soit la fin d'Orion. » Un autre robot, clone de tout ce présent dans la pièce, s'approcha de lui. « Bien sûr que c'est la fin d'Orion. Danny ?» demanda-t-il. « Oui. » L'autre, qui était Orfer, reprit. « Le gouverneur va payer pour ses mensonges. Vous ne comprenez pas. Les alerta Danny. Le gouverneur ne se laissera pas prendre. Il va détruire Orion. » Que voulez-vous dire par détruire ? Demanda Killian qui se trouvait à côté. Le gouverneur possède dans une pièce sécurisée de ses appartements un bouton qui permet d'effacer cet univers. Il n'est pas homme à se laisser prendre. Je l'ai vu dans ses yeux. Il préférera mourir et tout détruire plutôt que de tout perdre. « C'est pas possible !» se lamenta Killian. « Dites-moi que c'est un cauchemar ! Il faut faire quelque chose. Irfan, tu peux nous... » Mais ces mots moururent dans sa bouche. Irfan n'était plus là. « Il est retourné auprès de sa pérée, » lui apprit Gabriel. « Il a dit qu'il reviendrait. » « Ouais, mais pour l'instant, il n'est pas là. On peut encore le stopper. » intervint Ethan. « J'ai bien peur que ce soit trop tard. » dit Danny. « Non, il faut qu'on y aille tous en mode ghost. Installez-vous dans les sarcophages. Ils vont nous permettre de faire la même chose qu'avec les SAS 4D. Très bien. Pierre, vous restez ici en soutien ? Entendu. Alors, ouvrez le bal des fantômes. » Ils s'installèrent tous dans les sarcophages, robots comme humains. Pierre activa le processus, et ils se retrouvèrent dans la salle de transfert. Êtres immatériels flottant au-dessus du sol. Danny les guida. « Suivez-moi !» Ils filèrent à une vitesse folle, vers une magnifique demeure située dans une coupole dorée, au-dessus d'un lac miroitant de 1000 couleurs. Ethan se fichait bien de tout ce qui l'environnait.
Il suivait le mouvement sans lâcher des yeux Mona, qui dans ce mode ghost revêtait sa véritable apparence. Il la voyait enfin, telle qu'il l'avait toujours connue. Ils arrivèrent à la coupole dorée, passèrent à travers les murs, et se retrouvèrent tous dans une petite pièce d'à peine 5 mètres carrés. Le gouverneur s'y tenait pensif. Soudain il grelotta. Un nuage de givre s'échappa de sa bouche. Il regarda autour de lui sans les voir. Vous êtes venu pour me chercher. Je connais ce mode. Je sais ce que vous essayez de faire. Il grelottait de plus en plus. Du givre se formait dans les angles de la pièce et commençait à se répandre. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Grelottait-il. Je vais appuyer sur ce bouton et vous allez vous aussi disparaître. Idiot! Ses gestes étaient lents. Mais il s'avança vers le bouton. La pièce gelait à vue d'œil, mais ce n'était pas assez rapide. Le gouverneur avança un pied, mais le givre qui devenait glace emprisonna le second. Il tendit alors le bras. Il avait suffisamment d'allonge pour réussir à appuyer. Il n'était plus qu'à quelques centimètres du bouton. Les fantômes se tenaient la main, les yeux rivés à ce doigt encore capable de les détruire. Il avançait encore. La glace avait gagné ses jambes, tout son corps se blanchissait, mais son bras, sa main, son doigt se tendaient vers sa destinée. Il allait y arriver. C'en serait fini d'eux. Leur esprit ici, leur corps sur Arcadia ne serait plus que des coquilles vides, si Orion venait à s'éteindre. Le doigt effleura le bouton, et Killian fonça vers le gouverneur. Il se matérialisa devant lui. Non! Et aussi incroyable que cela puisse paraître, pendant un bref instant, le jeune homme devint tout aussi tangible que le gouverneur, et il le poussa en arrière. Celui-ci bascula sur ses jambes, prises dans la glace. Les fémurs se cassèrent, et le reste du corps tomba vers le sol. Le temps qu'il y parvienne, il avait complètement gelé, et il se brisa en 1000 morceaux. Son immortalité aurait dû le protéger. Sauf que dans cette pièce spéciale, conçue en partie par Dany pour permettre au gouverneur de communiquer avec Arcadia, les effets d'Orion ne s'y appliquaient pas. Le gouverneur était bel et bien mort. Quelques jours plus tard, Hortfer, Siam et Dany retournèrent une dernière fois sur Orion physiquement. Ils en réunirent tous les habitants et leur dirent la vérité. Arcadia avait besoin d'être construite, et il était hors de question que quiconque continue de vivre sur Orion. Un petit groupe de scientifiques fut emmené par Ethan à l'Oasis. Ils prirent les cellules souches et purent en synthétiser d'autres. Bientôt ils en eurent suffisamment pour tout le monde, et les corps robotiques de transition retournèrent au placard. Arcadia allait enfin pouvoir renaître de ses cendres. L'ancienne cité de Noreldrar devint le centre névralgique du renouveau d'Arcadia. Il y avait beaucoup à faire. Ethan profitait de chaque instant passé en compagnie de sa Mona. Ensemble, ils accompagnèrent Pierre, Killian et Gabriel jusqu'à l'Oasis. Pierre retournait sur Terre avec les plans des sarcophages, et grâce aux appareils de communication du gouverneur, il pourrait rester en lien avec Ethan sur Arcadia. Killian et Gabriel retournèrent à Rivesalt. Les parents de Killian étaient en joie. Gabriel retourna voir ses parents. Son père allait mieux. Étrangement, elle n'avait plus aucune rancœur à son encontre. Elle était maintenant au-dessus de tout cela. Elle prit quelques affaires et leur dit au revoir pour la dernière fois. Elle allait vivre avec Killian. Quand elle partit, sa mère pleura, bien sûr, mais son père aussi. Il pleura face à la miséricorde de sa fille qui était un ange, il en était sûr. Elle emménagea chez les parents de Killian, mais ne défit pas ses cartons. Il n'allait pas rester. Ils en avaient discuté avec Pierre. « Vous êtes sûr ?» leur avait-il demandé. « Oui. Nous attendons qu'Irfan revienne. Puis nous lui demanderons de nous trouver une autre planète. Dans un autre monde probablement. Avec tout ce que nous savons, comment vivre une vie normale ici ? » Je comprends. Pourrais-je vous demander quelque chose ? Quand Irfan sera là, venez me voir, j'ai une question à lui poser. Vous voulez lui demander si Arcadia est bien un monde algorithmique ? Supposa Killian. Non, je suis sûr que c'en est un. Ma question va plus loin que cela. J'aimerais lui demander... Gabriel comprit. Moi aussi, je veux savoir. Killian hocha la tête.
On veut tous les trois savoir. Au final, qui est Sapere ?